La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. S'il y a bien une chose qu'ils ont toujours su, c'est qu'un jour, ils ouvriraient quelque chose ensemble. Amis de longue date, Mathieu Thurin et Pauline Zerwali ont multiplié les aventures. La mode pour Mathieu, l'île Maurice pour Pauline et tant d'autres encore. Puis après des années de promesses, ils se lancent enfin en duo et créent leur service de traiteur. Et 10 ans plus tard, en complément, ils décident d'ouvrir leur propre boutique de pâtisserie. Et c'est un rêve de petite fille qui se réalise pour Pauline. C'est au 24 rue Claire, dans le 7e arrondissement de Paris, que vous pourrez retrouver les douceurs de la pâtisserie Mathieu Pauline. Un épisode qui sent bon la cannelle et qui, j'espère, vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute! Bonjour Pauline et bonjour Mathieu. Bonjour Léa. Comment allez-vous? Très très bien, merci beaucoup. Et toi, comment vas-tu? Ça va aussi. C'est ce qu'on disait, il fait beau, ça fait plaisir. Exactement. J'ai plein de questions, je suis super contente de pouvoir vous rencontrer, discuter avec vous parce qu'on s'est rencontrés pour l'inauguration de la boutique. On va pouvoir plus échanger aujourd'hui. C'est ça, et je vais pouvoir connaître un petit peu tout votre parcours et tout. J'ai plein de questions. Pour commencer, c'était quoi vos desserts préférés quand vous étiez petit? Ah, très très bonne question. Quand on était petit. Oui. Mathieu, je te laisse répondre en premier. Mon dessert préféré quand j'étais petit, si je sais, mon père était restaurateur, mes parents étaient restaurateurs, et on faisait beaucoup de mariages l'été, et j'adorais quand il y avait des mariages et qu'il restait des petits choux de pièces montées, caramélisés. Ça, je pense que ça faisait partie de mes desserts préférés. Voilà, le lendemain, retrouvé dans la chambre froide, une pièce montée pas terminée. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Te dire qu'il y en a qu'un, c'est impossible parce que je suis un bec sucré depuis toujours. Bien évidemment, j'adorais et j'adore toujours les pains à la cannelle de ma maman, recette qu'elle a appris en Suède. Ça, c'était un délice quand ça sortait du four. J'en mangeais 5-6 d'affilée. Mais aussi le gâteau au chocolat très basique de ma maman qu'elle faisait pour les anniversaires. Ça, j'ai toujours adoré, bien croustillant sur le dessus et fondant à l'intérieur. Et est-ce qu'il y en a un autre? Oui, parce que mon papa est d'origine estonienne et donc ma tante faisait une grande couronne au safran, c'est une brioche au safran aux amandes. Et ça, pareil, j'en raffolais, et toujours aujourd'hui, mais c'est vraiment des souvenirs d'enfance, j'adorais ça. Donc en plus, entre plein de pays, plein d'inspirations différentes. Ah oui, complètement, oui. Brioche au safran, je connaissais pas du tout. C'est excellent. Et c'est vraiment une spécialité. Ils en ont aussi beaucoup en Suède. C'est des petites brioches, ça s'appelle des lussekatt. Et c'est en forme un peu de S et ils mettent 2 petits raisins. Et c'est très bon quand ça sort du four. Et selon vous, c'est quoi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Je pense que le dimanche midi, c'est un moment assez particulier. Je trouve que c'est un moment de partage, de famille, d'amis. À mon sens, il faut que ce soit un dessert à partager. Il faut que ça soit un grand bol, un grand saladier, quelque chose. Si c'est en été, ça va être une très bonne glace vanille et juste des fruits. Si on est en hiver, on veut quelque chose de plus réconfortant, une bonne mousse au chocolat, un bon riz au lait. Je pense que c'est ça. Quelque chose qui vient d'un plat. Quelque chose qui vient d'un plat, parce qu'effectivement, ça c'est très personnel, hein, je trouve que le dimanche, c'est vraiment des gros plats de partage. Pour moi, pareil en termes de salé, ça va être le poulet rôti avec la bonne salade, des frites pour les gourmands et effectivement une bonne mousse au chocolat, un bon riz au lait, mais quelque chose effectivement dans un gros saladier, oui. Et alors, pour moi, ce serait une tarte fine aux pommes, alors surtout en hiver, avec de la crème fraîche un peu vanillée. Moi, je partirais là-dessus. Mais pareil, une grande tarte fine à partager. Ok. Est-ce qu'il y a une saveur qui vous évoque l'ouverture, justement, de votre boutique, qui s'appelle Mathieu Pauline? Ah, moi, j'ai quelque chose, vas-y, si tu veux. Moi, ce serait le chocolat. C'est vraiment parce que déjà, c'est un ingrédient que j'apprécie tout particulièrement.
Et comme on a tout ce bois, cette chaleur, et même le sol fait un peu penser à des tablettes de chocolat, pour moi, ce serait le chocolat. Et moi, je vais partir sur une autre saveur qui va rejoindre les origines de Pauline, ça va être la cannelle. Alors là, petite anecdote, quand on a ouvert la boutique, il faisait très beau, très chaud. Et la première heure d'ouverture, on ouvre la porte, et là, 40 guêpes dans la boutique. Parce qu'effectivement, il fait beau et tout. L'enfer. L'enfer. Et en plus, moi, j'ai pas peur de grand chose, mais alors j'ai peur de tout ce qui vole. Sauf des oiseaux, mais tu vois, les petits insectes qui volent, c'est terrible. Et donc, ma belle-mère arrive et elle me dit, ah, mais il faut mettre de la cannelle dans des pots parce que tu vas voir, c'est un répulsif incroyable pour les guêpes. Hop, on court au petit supermarché du coin acheter de la cannelle en poudre. On en met dans des petites tablettes, dans des petits bols, pardon. Et effectivement, 10 minutes après, il y ça marche plus feu de Dieu. Une guêpe. Il n'y avait plus une seule guêpe. C'était génial. Et effectivement, à chaque fois que je rentrais dans la boutique, je sentais cette odeur de cannelle, qui est pas un parfum que j'aime l'odeur, mais je n'aime pas trop la manger. Okay. Mais effectivement, maintenant, à chaque fois que je sens la cannelle, ça me fait penser à l'ouverture de la boutique. Voilà, petite anecdote. Rigolo. Exactement. En plus, c'est rigolo parce que c'est une saveur qui évoque plutôt Noël, les fêtes, l'hiver, le froid. Exactement. Oui. Le grand soleil et la belle température, pas forcément. Non, mais bon. Justement, vous avez l'air du coup d'être tous les deux vraiment des becs sucrés. Qu'est-ce qui vous a tous les deux donné envie de se diriger dans les métiers de la gastronomie et après du coup de filtrer vraiment sur le sucré? Je te laisse. Alors, pour ma part, déjà dès l'enfance, je faisais toujours des gâteaux avec ma maman. Donc, mon papa fait tout le salé et ma maman fait tout le sucré à la maison. Okay. Personne n'est dans ce milieu-là dans ma famille, mais on a toujours aimé bien manger. On aime organiser des fêtes, on aime recevoir. Ma tante également en Suède, je me souviens de ma tante qui organisait des grands buffets pour Noël, etc. Donc, j'ai toujours été un peu émerveillée par tout ça. Et donc, dès le très jeune âge, j'ai commencé à faire de la pâtisserie. Et puis ensuite, on grandit, on évolue, et puis on se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Moi, c'est sûr que j'adorais organiser des événements, même très tôt, très jeune, j'organisais des dîners à la maison avec des amis. Je sais pas, j'avais 13-14 ans, je dressais des belles tables, je mettais des fleurs. Enfin, vraiment, c'était quelque chose qui me faisait plaisir, et surtout de faire plaisir aux autres. Et ensuite, je détestais l'école. Donc, j'ai passé un bac littéraire, vraiment parce que j'étais pas mauvaise dans les langues et donc j'ai passé un bac L, mais je détestais l'école et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire après mon bac. Et je savais que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains, donc j'ai travaillé une année chez Pierre Hermé et au Ritz. Là, ça a été extrêmement enrichissant. Et ensuite, j'ai commencé l'école Ferrandi, où là, en fait, j'adorais un peu le concept de la formation. Donc, j'ai suivi une formation à l'époque qui s'appelait manager de restaurant. Donc, c'était dans le but d'ouvrir des restaurants. Et ce que je trouvais super, c'est qu'il y avait beaucoup de pratiques, mais aussi de la théorie. Donc, on avait une semaine où on était au restaurant d'application, où on changeait de poste à chaque fois. Donc, une fois, on était commis, une fois, on était barman, une fois, on était responsable de salle, une fois, on était en pâtisserie, une fois en cuisine. Donc, on apprenait énormément de choses. Et on recevait des vrais clients au restaurant. Et une semaine, c'est vraiment de la théorie, donc du droit, du marketing, des cours d'onologie, merci. Et voilà. Et ensuite, et donc, est-ce que tout au début, moi, mon but, c'était d'ouvrir des restaurants. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Après l'école Ferrandi, j'ai fait mon dernier stage au Georges V pendant 6 mois au Bar Galerie, où j'étais commis, et à la fin de mon stage, ils m'ont embauchée en chef de rang. Mais bien sûr, j'étais toujours dans le milieu de la gastronomie. J'ai travaillé également au Ritz, j'ai fait la réouverture du Royal Monceau. Mais en tout cas, j'ai adoré travailler dans ce milieu-là, et j'ai toujours continué à faire de la pâtisserie à côté, à la maison. Et je vais laisser Mathieu un peu raconter son histoire, et ensuite, on racontera la suite de l'aventure. Moi, différent, pur produit de la restauration. Mes parents étaient restaurateurs étoilés dans l'est de la France, et j'ai vécu là-dedans, quoi. Moi, j'ai vécu, c'était un très beau petit château, et j'ai toujours vécu là, parce qu'on habitait à l'étage. Et effectivement, dès tout petit, dès que je voulais un petit peu d'argent de poche ou quoi, il fallait que j'aille en cuisine et que tu aies les haricots verts, couper les asperges, enfin voilà. Et donc, toute mon enfance, j'ai toujours fait ça. Mais je voulais pas du tout faire ce métier-là. Moi, je voulais devenir architecte.
Et mon père m'a gentiment forcé la main, si on veut, en me disant, bah écoute, tu pourras faire les études d'architecture après, mais je veux que tu fasses la même école que moi, l'école hôtelière de Strasbourg. Ça va te donner des bonnes bases et tout. Donc, 14 ans, je pars à l'école hôtelière de Strasbourg. J'y reste 5 ans, 5 années là-bas, où je découvre déjà des gens où les parents travaillaient déjà dans ce milieu-là. Donc, pas mal de points communs, très sympa, une très bonne ambiance, parce qu'on était tous en internat, une école certes sévère et dure, mais généralement, quand l'école est un peu compliquée, c'est comme les frères et sœurs. Quand les parents sont un peu compliqués, ça serre les liens. Et voilà. Donc c'est toujours. J'ai passé 5 années merveilleuses à Strasbourg. En plus de ça, j'ai fait les arts déco lors de mes 2 dernières années d'école hôtelière parce que j'avais quand même cette petite idée en tête de partir dans un milieu artistique. Et puis au final, j'ai terminé mon école hôtelière, j'ai déménagé à Paris et je me suis dit en fait qu'est-ce que je vais faire? Commençons dans la restauration, c'est facile, tu connais bien, tu connais tous les postes, c'est facile d'avoir un job, quoi. Ça reste quand même un milieu où si vous travaillez bien, que vous êtes assidu, vous pouvez très facilement évoluer et vous pouvez faire une très jolie carrière. Et donc, du coup, je suis resté dans ce milieu-là. J'ai travaillé chez Robuchon. Après, je suis parti au Georges V, là où j'avais déjà fait des stages. Et c'est effectivement là où j'ai rencontré Pauline. Donc, rien de très foufou de mon côté, hein, c'est vraiment. Mais j'ai toujours aimé ce métier, j'ai toujours aimé cet univers. La plupart des copains de mes parents étaient également restaurateurs, donc c'était quelque chose qui était très familier pour moi, quoi. Donc, Mais voilà. du coup, pas forcément ton rêve au départ. Pas du tout mon rêve au départ. Enfin, faut être très honnête sur les choses. Pas du tout mon rêve au départ. Ça me faisait pas du tout rêver. J'avais pas envie de ça. Mon père voulait que je reprenne le restaurant familial. J'avais pas envie. Enfin, j'étais jeune. Quand on est tout jeune, on a envie quand on a vécu à la campagne longtemps et qu'on a eu pendant 5 ans la chance de vivre dans une très grande ville. On a envie de la ville encore plus grande après, quoi. Donc voilà. Et après, vous partez tous les deux vers des métiers complètement différents, si je me trompe pas. Alors, pour ma part, non. Mathieu, oui. Oui, exactement. Oui. Moi, j'avais fait que ça. Je reste 2 ans aux côtés de Pauline au Royal Monceau. Au Georges V. Au Georges V, pardon, avant qu'elle parte au Royal Monceau. Et j'avais envie d'autre chose, en fait. Je ne connaissais que ça. Ouais. Et je voyais pas mal de copains du Georges V qui partaient dans la mode parce que effectivement on a un très bon service client quand on travaille dans ces maisons-là et la mode est friand d'avoir des profils comme nous parce que on sait recevoir un client, on a les codes du luxe et donc je me dis tiens pour changer d'univers ça pourrait être peut-être sympa et donc effectivement je pars dans une maison italienne en vente pour découvrir le métier et puis je m'y plais merveilleusement bien autre rythme, autre univers et j'y reste 6 ans jusqu'à temps d'être en charge des grands magasins pour eux et expérience de dingue. Enfin, voilà. Le retail, c'était complètement autre chose, mais c'était vraiment chouette. Je savais pas du tout qu'ils aimaient beaucoup, enfin qu'il y avait pas mal finalement de ponts. Ils aiment beaucoup ces profils-là parce que effectivement, comme je disais, on sait recevoir, on sait bien s'adresser à un client, on a tous les codes, on n'a pas peur du travail, donc oui, c'est des profils sympathiques quoi pour eux. Voilà. Mais du coup, encore différent de l'architecture. Ah complètement. J'étais très honnête envers moi-même, c'était un peu trop tard, quoi. Où il aurait fallu repartir, faire des études. Mes parents nous ont élevés un petit peu à la dure avec ma sœur, où si on veut quelque chose, c'est à nous de le faire. Et si je voulais reprendre mes études, c'était à moi de me les financer. Donc c'est compliqué, quoi. Quand on a 22, 24 ans, de se dire on arrête toute sa carrière. On repart prendre ses études, on prend un job à côté pour payer ça à Paris, quoi. C'est quand même compliqué. Faut payer un appart, faut payer tout ça.
c'était difficile, quoi. Donc il fallait trouver d'autres horizons, quoi. Voilà. Et à côté de ça, je te laisse continuer, toi, ton parcours. Oui, donc Georges V, j'y ai passé un peu plus de 2 ans. Expérience incroyable. En plus, c'était vraiment des années 2008-2009 où l'hôtel avait été élu meilleur hôtel du monde. Enfin, on avait une très belle clientèle. J'ai énormément appris. C'est une très belle école pour moi. Mais je voulais évoluer très vite. Et en fait, on est un peu à la queue leu-leu dans ce genre d'établissement. Donc, il faut vraiment attendre son tour. Et moi, j'étais très ambitieuse et j'avais pas envie d'attendre. Donc, le Royal Monceau réouvrait ses portes après de longs travaux. C'est Philippe Stark qui avait tout redécoré. Et du coup, je passe un entretien et il me propose un poste de maître d'hôtel. Donc, je suis très contente. Je passe de chef de rang à maître d'hôtel au restaurant italien Il Carpaccio. Très belle expérience également de faire une ouverture. J'avais un directeur qui s'appelait Denis Novaria qui m'a énormément appris, un Italien super, incroyable. Mais très rapidement, je commence à me poser pas mal de questions. Je me dis, quelle va être ta carrière ? Est-ce que vraiment tu veux continuer à évoluer dans l'hôtellerie ? Est-ce que mon niveau d'études va me permettre de monter plus et d'avoir des postes à responsabilité ? Est-ce qu'il va falloir que je reprenne les études ? Et moi, les études, c'était pas mon truc, donc j'avais pas du tout envie de reprendre les études. Et donc là, je me pose énormément de questions. Je me dis, est-ce que je vais pas aller ouvrir un restaurant à Stockholm ? Parce que du coup, je suis née à Stockholm et toute ma famille vit là-bas, même si mon papa est d'origine estonienne. Ou est-ce que j'irai pas à Dubaï ? Bon, là, on est en 2010-2011. Donc, c'était pas à Dubaï, était pas encore... n'est pas ce que c'était aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand t'es arrivée à Paris directement de Stockholm ? En fait, je suis née à Stockholm et je suis arrivée en France quand j'avais 2 ans. Okay. Donc, j'ai fait toute ma scolarité en France. Oui, mais j'y allais à toutes les vacances scolaires. Ok. Pendant toute mon enfance. Donc, je suis quand même très imprégnée de la culture suédoise. Je parle bien évidemment le suédois avec mon père. Et c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement. Mais bon, il fait assez froid et nuit très longtemps pendant pas mal de mois. Et j'aime bien quand même la lumière. Si tu vas le reste de l'année, oui. T'as plus de lumière que de nuit. C'est sûr. Et du coup, il y avait un client. Donc, c'est vrai qu'au Georges V, on avait il y avait beaucoup de clients fidèles de l'établissement. Et donc, j'avais rencontré un monsieur. Je savais pas exactement ce qu'il faisait, mais c'était un client qui venait souvent, que je servais souvent. Et puis, je le revois au Royal Monceau. Il était avec sa fille. Et puis, il me dit alors, ça va, vous plaisez ? Et je lui dis écoutez, je sais pas, je me pose beaucoup de questions. Et puis là, il me dit venez travailler pour moi à l'île Maurice. Comme ça. Bon. Je me dis, il me dit, envoyez un mail à mon assistante, elle vous envoie des billets d'avion, et je savais pas du tout de quoi il s'agissait. Donc là, j'avais 25 ans à l'époque, j'appelle mes parents, je leur dis, vous croyez pas que c'est bizarre ? Et puis, ma maman me dit, écoute, t'es grande, tu y vas. Si ça se passe bien, tant mieux, et puis si ça se passe mal, tu prends un billet d'avion et tu rentres à la maison. Donc j'y vais. Donc je pars à l'île Maurice pendant 5 jours et en fait donc ce monsieur m'explique qu'il a un fonds d'investissement et qu'il a besoin de quelqu'un pour former son personnel mauricien aux standards des palaces parisiens et quelqu'un pour organiser tous ces événements à Maurice et à travers le monde. Donc là je me dis c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une opportunité comme celle-là, ça va jamais se représenter, c'est quand même assez unique et donc je rentre à Paris, je plaque tout et je pars m'installer à l'île Maurice. Donc j'avais signé au départ un contrat de 2 ans, finalement je suis restée 3 ans et très rapidement mon ancien patron me dit écoutez moi je suis sponsor des All Blacks via une marque de bateau dans laquelle j'ai investi, donc là on va partir 3 mois à Auckland et j'aimerais que vous me trouviez des chefs français parce qu'on va organiser beaucoup de dîners avec des personnes sur place et donc là je pense tout de suite évidemment à Mathieu, mon compère de toujours. Et donc, Mathieu vient passer quelques jours à Auckland et on organise quelques dîners. Et donc là, on se dit, mais c'est génial, il faudrait qu'on fasse ça. Mais moi, je venais de commencer cette aventure incroyable. Et c'est évident que je voulais aller au bout de cette aventure. Et Mathieu, quand même, à Paris, il évoluait très régulièrement dans son poste. Il était heureux. Donc Mathieu rentre à Paris. Et à ce moment-là, t'étais dans la gastronomie ou j'étais déjà dans la mode. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Et du coup, Mathieu rentre à Paris. Moi, je continue mon aventure incroyable. Enfin, vraiment, je pense que j'ai gagné en travaillant pour ce monsieur et avec tout ce que j'ai fait pendant ces 3 années. Je pense que j'ai gagné 10 à 15 ans de vie en termes d'expérience. Donc, c'était dingue.
Et Mathieu rentre à Paris et commence à organiser, en plus de son travail dans la mode, ce qu'il aime bien, Mathieu travaillait 20 heures par jour, des dîners à domicile. Donc tous les soirs, il avait un dîner à domicile, donc il s'occupait de cuisiner et de faire le service. Et donc les années passent. Moi, au bout de 2 ans, je crée une petite société à l'île Maurice en parallèle qui s'appelait Goodies Mauritius, où je faisais des pâtisseries pour des restaurants, des petits événements. C'était un micro-traiteur. Et en fait, il y avait une fille qui m'avait un peu inspirée à Auckland, qui s'appelait Jordan Rondel. Et je crois qu'elle maintenant elle habite aux États-Unis, mais elle fait toujours des gâteaux. Et elle faisait plein de jolis gâteaux. Et je m'étais dit, j'aimerais trop faire quelque chose comme ça. Donc je faisais et de la pâtisserie et un peu de salé à Maurice. Et ensuite, j'ai passé quelques mois à New York et j'ai décidé de rentrer en France. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'avec Mathieu, on s'était toujours dit, un jour, on créera quelque chose ensemble sans savoir vraiment quoi. Et on était un peu jeunes, parce que quand on s'est rencontrés, on avait 19 et 21 ans. Je pense qu'on avait et l'envie et besoin d'avoir quand même une expérience dans des sociétés. Et donc là, Mathieu me dit, rejoins-moi dans les dîners à domicile. Donc là, on est en 2014, à l'été 2014. Exactement. Et elle rentre, on commence à faire des dîners à domicile. Donc elle me rejoint dans ce qu'on faisait déjà. Donc du coup, on peut prendre un petit peu plus de monde, faire plus de choses, aller un peu plus loin dans ces dîners-là. Et on dure comme ça, 6 mois à peu près. 8 mois, ouais, je crois. 8 mois. Pauline avait pris un job à côté parce que c'est pas suffisant pour vivre. Et elle était repartie vivre chez ses parents. Et un jour, sa mère lui dit, écoute, là, ça fait 6-8 mois que vous faites ça, vous pouvez pas vous payer un salaire suffisant. T'es une grande fille, maintenant, il va falloir peut-être passer à l'étape d'après. Trouve-toi un job. Ouais, voilà. Trouve-toi un vrai job. Exactement. Et donc là, Pauline, elle me dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va à fond et on fait ça et on lance quelque chose de solide? Ou est-ce qu'on arrête et puis chacun repart à ses vies respectives, quoi? Et je dis, allez, vas-y, de toute façon, on n'a rien à perdre, let's go, quoi. On continue, on se marre bien, c'est parti, quoi. Et donc voilà. Et donc Donc là, vous passez à temps plein là-dessus. Et donc en fait, on était tous les deux en statut auto-entrepreneur. Et là, à l'été 2015, du coup, 1 an après, on crée vraiment une vraie structure, une société. Et effectivement, on était auto-entrepreneurs, on habitait tous les deux dans le 7e. Pauline chez ses parents, elle était repartie, moi je vivais dans le 7e, mais avant elle y vivait également. Et donc, on cuisinait dans ma cuisine, voilà, c'était un peu roots au début. Et puis après, très vite, on met un peu d'argent de côté chacun, on l'investit dans la société, on fait un petit prêt à la banque, et puis on se trouve un local, on monte un labo, et puis voilà. Ouais, je me souviens, on avait chacun économisé 8 000 €, donc ça faisait 16 000 €, et on avait été voir plusieurs banques, et la Banque Populaire nous a prêté 30 000 €, donc quand on a commencé avec 46 000 €, et une fois qu'on avait trouvé le local, qu'on avait fait tous les travaux, je me souviens, tout le matériel de cuisine, etc., les fours, on avait tout acheté à un restaurant qui était en faillite, je crois qu'il nous restait 1 000 € sur le compte. Une fois qu'on avait tout fait et qu'on était prêt à partir, donc c'était un peu... non, en fait, on n'a jamais été vraiment stressés. Non, on avait déjà nos clients. On dit, écoute, là, mon gars, faut y aller, quoi. C'est... Donc, c'était génial parce qu'on était tout le temps ensemble, on bossait vraiment 18 heures par jour, je pense 7 jours sur 7. Les premières années. C'est pas mal, ouais. On avait même dans notre bureau au labo un petit canapé lit, donc on pouvait dormir parfois un peu là-bas. Mais c'était très intense parce qu'en fait on faisait Vous tout. étiez que tous les deux. On était que tous les deux. Donc Mathieu faisait toute la cuisine salée, moi je faisais toutes les pâtisseries. On faisait bien évidemment les devis, les factures, les livraisons. On avait un petit Kangoo réfrigéré. on faisait les livraisons. On faisait le service sur événement. Enfin, vraiment, les 2 premières années, on faisait tout. Mais ce qui est génial, parce qu'aujourd'hui, on connaît absolument tous les postes dans notre société et on est passé par tous les postes. Donc, on sait exactement quelles peuvent être les problématiques des salariés, ce qui marche pas. Et donc, on peut aussi les accompagner parce qu'on est passé par tous les postes et qu'on sait tout faire, en fait. Et ça vous prend combien de temps, tu disais, entre justement le moment où vous décidez d'y aller et où vous faites tous les travaux, vous trouvez le local 2-3 mois, c'était très rapide. C'est rapide. C'était super rapide. Ouais. Et c'était où le local ?
Dans la même rue qu'ici. Ouais, À Besançon aussi, mais un peu plus Vous bas. êtes toujours resté dans les quartiers, dans Oui. vos Oui, quartiers. elle est toujours restée là parce que c'est vrai que déjà dans Paris, trouver des grandes cuisines, Non, mais du coup, même la pâtisserie qui est dans le 7e, Ah vous oui, avez on vos quartiers. on a nos quartiers, exactement. Tout à fait, ouais. Bah, c'était un peu un retour aux sources. Ouais. C'est pour ça que, comme quand on a vraiment commencé l'activité, on était juste à côté de la rue Claire. On s'est dit, si on peut trouver un commerce rue Claire, ce serait juste incroyable parce que le quartier est très vivant, très agréable. Ce local était là et nous attendait, je pense. Il était pour nous. Ouais. On a l'impression d'être un peu plus jeune. Et du coup, au départ, comment est-ce que vous trouvez vos premiers clients? Qu'est-ce que c'est comme typologie de clients? C'est que du B2B? Enfin, qu'est-ce que... Nos premiers clients, ils se trouvent suite au dîner à domicile qu'on faisait, où on commence à leur dire, bon bah voilà, maintenant on va grossir un peu. Si vous avez des entreprises, on peut faire les cocktails, on peut vous faire des plateaux repas et tout ça. Donc comme ça. Après, on a effectivement un joli carnet d'adresses à Paris depuis longtemps suite à nos expériences. Donc du coup, on commence à en parler un petit peu autour. Et c'est comme ça que tout ça s'est fait, quoi. C'est vraiment du bouche à oreille. Et ce genre de métier, lorsqu'on fait une prestation et qu'elle est de qualité, que le service est au rendez-vous, voilà. Souvent, s'il y a 20 invités à table, il y en a forcément un qui va dire ah ben moi j'ai peut-être quelque chose, j'ai besoin d'un gâteau d'anniversaire, j'ai un petit dîner machin et tout. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. On a même jusqu'à ce jour, on n'a jamais fait de pub, on n'a jamais démarché qui que ce soit. Sont des gens que le réseau et le bouche-oreille. Moi, je faisais de l'intérim aussi dans un cabinet d'avocats américain. Et c'est un de nos clients historiques. Aujourd'hui, ils travaillent toujours pour nous. Donc, moi, j'étais à l'accueil. Et puis, dès que j'ai lancé le traiteur, ils ont commencé à nous prendre très régulièrement. Après, j'avais la maman de ma meilleure amie d'enfance qui était office manager aussi d'un très gros cabinet d'avocats américains. Donc, pareil, elle nous a introduits. Mais en fait, les gens nous font travailler une première fois. Mais si c'est pas bon, même si c'est le réseau, ils vont jamais te reprendre. Donc voilà, ils étaient tous très satisfaits. Et puis après, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de pub depuis 10 ans. C'est que le bouche-oreille. On a même une directrice commerciale qui n'a jamais démarché quasiment. Parce que en fait, les clients se passent le mot d'une société à une autre et on fait surtout du B2B. On fait un peu de B2C. Okay. Quelques baptêmes, anniversaires, mais c'est surtout quand même du B2B. Et du coup, donc très rapidement, en fait, ça fonctionne bien. Oui. Et on recrute. On recrute. Une personne, 2 personnes. Je pense qu'entre 2015 et 2020, donc jusqu'au Covid, on était à peu près une 12aine. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, donc après, voilà, on a déménagé. Donc, 1 an avant le Covid, notre labo devenait vraiment trop petit. On n'avait plus assez de capacité de stockage. On devait refuser des prestations. Donc là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment qu'on trouve quelque chose de plus grand. Donc, on a eu la chance de trouver ce local qui était juste à quelques mètres de l'autre. Donc, on a fait fabriquer un labo, dernières normes, etc. Et on a emménagé le jour du confinement. Donc, au tout début, on s'est dit, oh là là, c'est rien du tout, ça va durer 2 semaines et puis tout va repartir. Et en fait, bien évidemment, nous, on a été à l'arrêt pendant quasiment 2 ans quand même. Mais en France, on est quand même assez gâtés. Je pense que le gouvernement a fait beaucoup pour tout le monde. Il y avait bien évidemment le chômage partiel. Alors même si on devait avancer tout l'argent et qu'on était peut-être remboursé 2-3 mois plus tard, au moins, nous, c'est vrai qu'avec Mathieu, on n'avait jamais trop dépensé. On faisait assez attention. Donc, on avait quand même pas mal de trésorerie, ce qui nous a permis de tenir. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pu aussi survivre. Sinon, probablement qu'on n'aurait pas pu tenir. Et puis après, on a eu la chance de pouvoir prendre aussi le PGE, qui était quand même de l'argent vraiment pas cher. Et après Covid, par contre, ça a explosé. Ok. Donc, avant Covid, ça se développait bien, tranquillement, chaque année. Voilà, on avait de la croissance. Mais c'est vrai qu'après Covid, maintenant, aujourd'hui, on est une trentaine. Je pense que le Covid nous a énormément servi à nous recentrer un petit peu et à faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire, en fait. Quand on est la tête sous l'eau, se recentrer un peu sur l'activité, sur se dire, OK, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est dans notre ADN, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai qu'au tout début, on acceptait beaucoup de choses parce que effectivement l'entreprise est jeune, il faut faire rentrer de la trésorerie, il faut faire rentrer des contrats et là on a profité de ce temps-là pour vraiment se dire OK, avec notre directrice commerciale également, se dire OK, qui est Mathieu Pauline,
qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qu'on défend. Et c'est vrai que pendant 1 an et demi, on s'est posé les bonnes questions et on est arrivé à la sortie du Covid avec une offre peut-être encore plus aboutie et effectivement avec un ADN un vrai fil plus, rouge, oui, quoi. voilà, exactement, beaucoup plus facile à transmettre. Donc c'est ça aussi qui a certainement aidé au développement futur, quoi. Oui, donc vous étiez à l'arrêt, mais vous en avez profité Ah oui, du oui, coup bien sûr. pour On n'était pas chez avancer nous les sur doigts tout ça, quoi. en Ouais. éventail en train de faire des puzzles. Oui, et puis c'est vrai qu'on a recruté donc Alix, notre directrice commerciale, qu'on rêvait d'avoir avec nous. En fait, on l'avait rencontrée au tout début de l'aventure. Elle travaillait pour un autre confrère. Et on s'était dit, mais cette fille, il faut qu'elle travaille avec nous. On l'adorait, mais on n'avait pas les moyens de la payer, en tout cas. Et le jour où on a eu les moyens, bah, on l'a tout de suite prise avec nous. Et elle nous a vraiment aidé aussi avec son expérience à restructurer. Enfin, c'était un vrai travail d'équipe, quoi. Donc finalement, ça vous a quand même servi justement d'avoir un peu Complètement, ce oui, temps oui, à l'arrêt complètement. pour vraiment Parce qu'en lancer fait, on tout était derrière. tout le temps sous l'eau. On n'avait jamais le temps de réfléchir. C'était vraiment, hop, on remontait, on respirait un peu et puis on descendait. Enfin, on était... Et puis à chaque fois qu'on montait une marche, on se disait, ah bah c'est génial, on a réussi à faire ça. Mais il y avait encore une montagne de travail derrière. Et ce temps du Covid nous a effectivement vraiment aidé finalement pour restructurer toutes les choses. Quelque chose qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire en temps normal. Donc ça explose, et à quel moment enfin, l'idée de la boutique commence à germer? Oh, bah ça a germé très vite dans la tête de Pauline. Moi, mon rêve de petite fille, c'est d'avoir un salon de thé. Où on sert du chocolat chaud, où on est bien, où c'est cocooning. Ça, moi, c'est vraiment un rêve de petite fille. Donc Mathieu, je tanne avec ça depuis des années, et lui il me disait toujours non, mais en fait on est très complémentaires avec Mathieu, et je pense que c'est pour ça que notre association fonctionne aussi bien. Déjà on s'entend très bien, mais on est aussi très complémentaires. Moi je suis tout feu tout flamme, j'y vais, je fonce, je réfléchis pas. Mathieu, il prend du recul, il réfléchit, il veut que chaque étape soit bien validée, etc. Ce qui est très bien. Ça nous permet... On s'apporte énormément l'un à l'autre. énormément. Et donc Mathieu, il me disait, oh là là, elle veut jouer à la marchande. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Le retail, ça n'a rien à voir. Mais il a raison, le retail, c'est encore un autre métier. Ça n'a rien à voir avec notre activité de traiteur. Donc je le tannais. Mais... Justement, chez le traiteur, on a commencé à être de plus en plus organisé, à déléguer plus de choses, à avoir un responsable logistique, on a un chef de cuisine, on a une chef pâtissière, on a quelqu'un qui gère le stock et l'économat, on a donc notre directrice commerciale. Enfin voilà, on a commencé à avoir pas mal de personnes qui ont des postes clés et qui les gèrent très bien, ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de temps aussi pour développer d'autres projets. Et puis Mathieu a fini par accepter, je pense. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je lui ai dit un jour, j'ai dit, écoute, là, je vois que ça roule. Et je dis, écoute, si tu veux toujours, je suis chaud. Et puis moi en fait, tant que j'ai pas un truc, j'harcèle jusqu'à ce que je l'ai. Enfin, j'harcèle, non, c'est pas à ce point-là, je suis pas non plus désagréable, mais je peux lui en parler tous les jours. Oui, c'est pas juste une idée comme ça, c'est vraiment un truc dont mais tu moi, veux, et du coup tu veux aller au bout, quoi. Ah bah oui, elle n'a pas eu sa petite cuisine quand elle était petite avec les poupées, donc maintenant... Si, je l'avais en plus. Et du coup, il a fini par dire oui, donc incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, vraiment, c'est un autre homme, quoi. Il a changé. Et à ce moment-là, bah, très très vite... Bon, après Mathieu, quand il est décidé, on y va. Mais bien sûr, il faut qu'on soit tous les deux en accord. On peut pas lancer un projet si l'un ou l'autre n'est pas à 100% convaincu. Donc là, il était à 100% convaincu. Et donc, on a commencé à chercher un local. En fait, très très rapidement, on a vu ce local de la rue Claire. Mais du coup, ça se situe quand? Enfin, ça il y a un an. Ok, il y a un an, l'été dernier. Ouais, c'est ça. En fait, l'été dernier, je sais pas pourquoi, à un moment donné, on passe rue Claire. Je sais plus pourquoi. On avait peut-être un rendez-vous à côté et on voit ce local qui est vide. Donc là, on se dit, ah, pas mal. Et Mathieu me dit, ouais, la devanture est peut-être un peu petite. Donc, on commence à contacter des agents immobiliers. On visite dans le 17e. En fait, on voulait soit le 17e, soit le 7e, soit le 8e. Le 16e aussi, un petit peu, on regardait. Oui, on regardait. Et puis finalement, à chaque fois qu'on visitait un local, c'était pas ça. On le sentait pas. Parce que je pense avec Mathieu, on avance beaucoup à l'instinct aussi. Et finalement, on est retourné sur ce premier local qu'on avait vu, qui était toujours dispo, on a eu de la chance. Et puis, le temps qu'on signe, je crois qu'on a eu les clés le 17 mars. De cette année-là, 2025. 2025, absolument. Le temps de construire tout le projet avec la banque, de monter tout ça avec les équipes, de voir également avec les équipes ici comment on allait structurer les choses. Parce que c'est un vrai truc, hein, c'est pas...
de monter une pâtisserie en plus. Donc c'est une vraie orga. Et effectivement, c'était mars, certainement. 17 mars, les on a eu clés. les clés. Ouais. Donc pas de salon de thé finalement, on est. Bah non, est parce sur que la Mathieu a refusé. Encore Mathieu de a ma dit, faute. Mathieu a dit oui pour la boutique, mais pas pour le salon de thé. Et d'ailleurs, tous les jours, à chaque fois que je suis à la boutique, j'ai des clients qui me disent ah c'est vraiment dommage, qu'il n'y a pas de place assise. Alors je leur dis bah allez vous plaindre auprès de Mathieu. Donc ce sera peut-être la prochaine étape. On verra. Non, mais c'est encore autre chose d'avoir une place assise. Oui. Je suis effectivement, j'arrive très vite à me projeter et à voir qu'est-ce qu'il va falloir faire d'autre en plus et tout. Et voilà, là, on a déjà fait une nouvelle étape. On verra plus tard pour le salon de thé et le petit plateau avec le petit tablier pour aller servir tes clients. Mais même si c'est très sympathique, voilà. Concentrons-nous déjà sur ce que j'ai accepté. Et du coup, comment vous inscrivez cette boutique dans l'ADN Mathieu Pauline? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Pourquoi vous vous centrez uniquement sur du sucré, par exemple? Comment vous pensez tout ça? Alors, pourquoi que du sucré? Parce que déjà, rue Claire, juste à côté de chez nous, à 1 minute à pied, il y a l'Astre, qui est meilleur ouvrier de France et qui propose un salé qui est incroyable. Il y a également Davoli, qui est un traiteur italien depuis très très longtemps. Je pense que ça fait plus de 100 ans qu'ils sont dans la rue. Et Jocelyn également. Ouais. Je trouve qu'il y avait, on trouve avec Mathieu que dans ce quartier-là, il y a quand même une offre salée qui est déjà très vaste. Mais par contre, au niveau de l'offre sucrée, finalement, il n'y a pas tant que ça de choses. Et nous, voilà, on se disait qu'une pâtisserie, c'était bien pour commencer. Et peut-être qu'on pourrait par la suite proposer à nos clients du salé, mais uniquement sur commande. Ok. Après, il est vrai que ce qu'on fait nous en salé en tant que traiteur événementiel n'est pas ce qu'on trouve chez un traiteur classique de quartier. Chez un traiteur classique de quartier, vous allez retrouver des très belles salades de pommes de terre, des très belles carottes râpées, des beaux saumons coulibiac, enfin des choses effectivement qu'on prend et qu'on va réchauffer dans son four. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on va faire des pièces cocktails, des mini plats, des repas assis. Donc, on n'a pas du tout cette offre chez nous. À part peut-être quelques petits sandwichs ou des petites quiches. Il aurait fallu déjà de un retravailler une offre complètement nouvelle. Donc, apporter un produit et une offre complètement différente à notre chef de cuisine. Donc, c'est complètement autre chose à construire. Alors qu'effectivement, le sucré, on l'a déjà en fait. C'est simplement la taille qu'il faut peut-être un petit peu changer, mais des grands gâteaux on en fait, des belles tartes on en fait tous les jours, des petites mignardises on en fait, des mousses au chocolat on en fait. Tout ce qu'on propose dans la pâtisserie, c'est des choses qu'on fait actuellement. Et puis c'est des recettes qu'on a depuis 10 ans, qu'on a développées, donc on a une multitude de recettes à proposer aussi aux clients. Et qui ont été approuvées par nos clients, et c'est vrai que beaucoup de nos clients nous disaient « Ah là là, mais j'adore votre marbré, ah mais votre tarte aux framboises elle est incroyable, pourquoi est-ce que je ne peux pas l'acheter moi j'en voudrais 2-3 pour mon dîner ». Et c'est vrai que c'est comme ça aussi que l'offre s'est construite, parce que tous nos clients nous disaient « Bon bah voilà, tout ça, j'aimerais tellement pouvoir l'acheter de manière individuelle sans forcément faire un événement, que c'était tout à fait cohérent d'aller là-dessus. » Et il est vrai, comme Pauline le disait, qu'il y a une offre sucrée qui est assez faible au niveau de ce quartier-là. Autant un petit peu plus loin, derrière les Invalides, tout ce qui est rue du Bac et tout ça, il y a de très grands pâtissiers qui sont présents. Autant de ce coin-là, il y a de belles boulangeries, mais ça s'arrête à ça, quoi. Donc voilà comment l'offre s'est construite. Ça s'est fait aussi avec le lieu, du coup. Ça s'est fait également avec le lieu, avec la taille du lieu, parce que à ce jour, t'as vu la boutique, on peut pas y mettre du salé en plus, c'était pas envisageable. On a juste ce qu'il faut pour pouvoir exposer la totalité de notre offre sucrée. Et après, on a repris effectivement les recettes, on en a adapté quelques-unes en termes de taille, en termes de format, pour qu'elles soient proposables en boutique. Mais après, c'est exactement le même ADN que le traiteur, c'est une cuisine française, ou en tout cas une pâtisserie française, de saison, avec des produits bien sourcés. C'est exactement ça. Donc en ce moment, on a arrêté les framboises il y a quelques temps, on est en plein dans les figues, on est sur la fin des mirabelles, on vient de commencer les poires, on vient de commencer les pommes, donc c'est ce qui est aussi agréable. On va retrouver généralement chez nous 6 desserts, 6 pâtisseries qui vont évoluer au fil des saisons, au fil du temps. Donc c'est un peu l'univers.
Ok, et du coup, vous avez commencé en vous disant qu'est-ce qu'on a dans la carte. Enfin, en fait, c'est que des trucs que vous proposiez déjà. En fait, on s'est dit quels sont les desserts qui fonctionnent le plus depuis des années aussi auprès de nos clients. Et on a vraiment repris un peu les best-sellers des pâtisseries qu'on peut vendre depuis des années. Et notamment, on vend aussi des pâtisseries à certains restaurants à Paris. Et le café Le Nemours, qui est en bas de la Comédie Française, qui est aussi un client historique chez nous. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux. Voilà, on a un peu regardé leurs plus grosses ventes. Ok. Et après, la boutique, comment est-ce que vous l'avez pensée? Parce que je trouve que c'est pas une boutique classique. On va dire quand on rentre, le lieu change de ce qu'on voit d'habitude. Justement, on voulait quelque chose de différent. On voulait surtout pas quelque chose qu'on voit partout, parce que il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour nous. Donc, ce qu'on a dit à nos architectes, c'est qu'on on aimait beaucoup les anciennes boutiques. Donc, on voulait une ambiance un peu ancienne, mais modernisée au goût du jour. Et donc, on a eu la chance de rencontrer Neki grâce à notre agence, l'agence qui a refait toute la refonte de la marque qui s'appelle In Practice Studio. Ils nous ont mis en relation avec Neki. Enfin, on a travaillé tous ensemble, hein. Et c'est un couple qui a fait de très très beaux projets avant de faire notre boutique. Et donc, on a été très sensibles à leur ADN et à leur façon de voir les choses. Et ils nous ont proposé plusieurs pistes. Plusieurs pistes. Et c'est vrai que le brief, c'était effectivement, comme le disait Pauline, ce côté très ancien, héritage, mais avec de la modernité. Retrouver quelque chose de très convivial, de très chaleureux, et qui est une notion de partage au sein de la boutique. Donc c'est effectivement comme ça qu'ils ont construit la boutique. Comme tu l'as vu, on est vraiment au plus près des clients, on est là pour les accompagner, on essaye. Cette boutique nous permet de construire une relation beaucoup plus proche avec les clients, sans être des copains et se taper dans le dos, mais en tout cas en étant effectivement à proximité pour les conseiller, et ça change totalement la relation. Il n'y a pas cette barrière que peut apporter un comptoir, que peut apporter un grand linéaire de vitrines réfrigérées. On est vraiment au plus proche d'eux et on sent que dans la relation, c'est autre chose. Et il y a quelque chose de beaucoup plus familial, beaucoup plus jovial avec nos clients. Et puis, parce que pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Je veux dire, du coup, effectivement, quand tu présentes la pâtisserie, t'es à côté de la personne, t'es pas derrière. Exactement. Il y a une barrière en moins. Tout à fait. T'allais dire. Non, j'allais dire que, et je pense que les couleurs sont assez chaudes, etc. Ouais. Et on sent qu'en fait, quand les gens rentrent dans la boutique, ils sont apaisés. On les sent calmes, on sent qu'ils ont du temps, qu'ils sont bien. Et je pense que c'est les couleurs aussi de la boutique qui font ça. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a travaillé dans l'ADN de la marque sur des couleurs qui sont extrêmement gourmandes, où on a du framboise écrasé, où on a du cacao, du caramel, la couleur vanille. Ce sont des couleurs qui sont effectivement très réconfortantes, très chaudes et qui restent dans notre univers de gastronomie. À quel point, du coup, tout ce que vous avez fait avant, parce que vous avez, du coup, un parcours super riche, que ce soit, comme tu le disais, d'avoir vu toutes les métiers de la chaîne de traiteurs, même, du coup, tout ce que vous avez fait, vos autres expériences, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Peut-être aussi dans la façon dont vous réfléchissez, les desserts, les plats, comment vous l'avez pensé la boutique aussi? On se regarde et on ne sait pas qui va répondre en premier. Moi, je pense que personnellement, déjà toutes mes années dans le retail m'ont énormément apporté sur l'accueil client en boutique. Parce qu'il est vrai que en restauration, on a l'habitude d'accueillir le client, mais c'est un petit peu différent. On l'assoit, on lui présente un menu, c'est différent. Là, je retrouve un petit peu plus ce que j'avais l'habitude de faire en boutique dans la mode, parce que on a souvent des clients qui viennent, mais pas forcément pour s'asseoir et dîner. Quand on va dans un restaurant, il y a quand même très peu de gens qui s'assoient, qui disent « Ah non, en fait, c'est pas ce que je voulais manger », et qui s'en vont. Oui. Non, généralement, quand quelqu'un rentre dans un restaurant, il a déjà en tête de venir, alors que nous, en pâtisserie, pas forcément. Tout comme dans une boutique de mode, les gens rentrent pour flâner, pour regarder ce qu'on propose. Et c'est une autre démarche. Et c'est vrai que moi, ça m'a énormément apporté de travailler dans la mode là-dedans. Également de gérer des équipes de vente vraiment, plutôt que de gérer une brigade en cuisine ou autre, et d'essayer de leur apporter des clés là-dessus. Après, je pense que tout ce qu'on a fait en traiteur nous a énormément appris et apporté sur la pâtisserie, sur le fait
de proposer des pâtisseries qui sont certes, qui ont un très beau visuel, mais où on retrouve tout de suite le goût. C'est important chez nous, dans la totalité de ce qu'on propose, que lorsqu'on voit un gâteau, un plat ou une pièce cocktail, on comprenne tout de suite ce qu'on va manger. On est aux antipodes de se dire ok, c'est une petite pièce rouge, on la met dans la bouche, qu'est-ce qu'il va avoir dedans? Non, pas du tout. Je pense que c'est important de savoir tout de suite parce que ça met tout de suite en appétit également et ça évite cette fausse surprise de se dire on mange quelque chose, ah bah en fait j'ai horreur de la betterave, je suis en train de manger de la betterave, quoi. Et c'est vrai que ne serait-ce que sur l'esthétisme de toute la pâtisserie et des gâteaux, c'est 10 ans de travail avec nos chefs pâtissières, avec Pauline. Je pense que tout ce qu'on a fait nous a énormément apporté, quoi. Après, c'est plein de petits détails, je pense. À ton tour. C'est vrai que donc au début, on était très couteau suisse avec Mathieu. Je ne dis pas qu'on ne l'est plus, mais c'est juste que maintenant on a des tâches au sein de la société qui sont différentes. Et moi, depuis quelques années, j'étais plus du tout sur le terrain. Tous les jours, je suis derrière mon petit ordinateur. Alors bien sûr, je passe au labo dire bonjour à tout le monde chaque matin, mais après, je suis dans mon bureau et je m'occupe de la compta, des chiffres. Et j'adore faire ça, mais là en fait le fait de se retrouver à nouveau sur le terrain, d'être au plus près des clients, de m'occuper d'eux, etc. Ça me renvoie un petit peu 10-20 ans en arrière et j'adore ça. Et en fait nous on a des métiers où on procure du plaisir aux gens. On n'est pas dans un hôpital. Enfin voilà, on est là pour faire plaisir aux gens et en fait c'est génial de les voir. Être super heureux. Parfois, je suis avec une cliente en boutique et j'ai un client ou une cliente qui passe et qui rentre juste une tête et qui me dit « Oh là là, il est incroyable le cake. Oh, j'ai adoré ce gâteau. » Et vraiment, en fait, c'est juste génial de voir qu'on fait plaisir aux gens. Et ils sont super heureux. On a aussi plein de clients qui passent et qui nous félicitent. Enfin, moi, je suis assez impressionnée en fait de l'enthousiasme des gens et qui rentrent dans la boutique, qui nous disent mais bravo, c'est super, merci d'être là, ça manquait dans le quartier, vous apportez une énergie. Et c'est hyper satisfaisant en fait de voir qu'il y a un tel enthousiasme. En fait, je sais pas si je réponds vraiment bien à la question qu'on a posée au départ, mais je suis un peu en train de partir dans tous les sens. Mais enfin voilà. Oui, en fait, la boutique, ça vous donne aussi plus de proximité finalement avec les gens. Complètement. Alors Mathieu est beaucoup sur événements depuis des années. Il est très très proche de nos clients du traiteur. Donc lui, il avait cette partie terrain, mais un événement, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est la plupart du temps, c'est du B2B. Et puis c'est pas un client, c'était 200. Oui, c'est ça. C'était 200, 300 personnes que vous voyez pendant une soirée. Et c'est vrai que là, on a... alors, bien sûr que nos clients du traiteur sont très fidèles aussi. Mais là, dans la pâtisserie, les jours où j'y suis, moi, je revois des clients 2-3 fois par semaine qui reviennent régulièrement. Et donc, on crée aussi une relation avec ces clients-là. On va beaucoup plus dans le quotidien des gens. Bien sûr, absolument. Et je pense que ça permet énormément à la marque Mathieu Pauline de se développer, de faire connaître notre univers, notre passion, le fait d'avoir un point physique en fait, parce que quand vous êtes traiteur événementiel et que vous effectivement vous gérez des grands événements, les personnes classiques ne vous connaissent pas, ne vous voient pas, ne connaissent pas ce que vous faites, et souvent même nous on organise des événements et on ne met pas le traiteur en avant parce que si on organise un événement pour Dior, on va pas mettre Mathieu Pauline en avant. Enfin, le but de l'événement, c'est de mettre la maison qui reçoit les convives en avant. Donc c'est vrai que on est assez discret sur nos événements. Ouais. On n'est pas connu du grand public. Oui. Et là, effectivement. Puis oui, il y a vraiment ce truc de le dessert va chez les gens. Exactement. T'es dans le quotidien et il y a beaucoup plus de proximité que je suis allée à tel événement, c'était très très bon, mais effectivement, ça reste... Enfin, c'est moins quotidien, entre guillemets. Exactement. Si vous deviez vous donner un conseil à la Pauline et au Mathieu qui, justement, au moment où du coup ta mère te dit va falloir faire quelque chose, ça fait 6 mois que vous faites ça, faut agir, quel conseil est-ce que vous vous donneriez avec du recul? Non mais moi j'en ai un. Ah oui, vas-y, je te laisse parler d'abord alors. Alors si ça m'inspire. Je dirais continue d'oser parce que je pense que la vie est faite que si on écoute trop les gens, si on écoute trop. Si on avait écouté les uns et les autres, on n'aurait rien fait. Hein. Je te le dis. On n'aurait rien fait du tout. On se met trop de barrières
Et il y a un moment, c'est bien évidemment qu'il faut écouter ce que... Oui, d'une ce que- oreille. Voilà, ce que disent Pas des deux. les personnes autour de vous, ce que disent vos amis, votre famille et tout. Mais il y a un moment, faut aussi mesurer, entre guillemets, les risques. C'est important quand même de se dire, OK, si je fais ça, je vais perdre quoi? À l'inverse, qu'est-ce que je peux gagner? Dans tous les cas, quand on entreprend quoi que ce soit, il y a forcément des choses qui vont changer et il y a forcément une mise en danger. Et c'est se dire, bon, OK, on y va, on n'y va pas. Mais il faut oser parce que c'est un moment où on fait plus jamais rien. Et il est vrai que nous, quand on a commencé Mathieu et Pauline, il y a quand même beaucoup de gens nous ont soutenus. Je ne leur jette pas la pierre, loin de là, mais beaucoup de gens nous ont dit, ah mais vous verrez, avec Pauline, vous allez forcément plus vous entendre. Vous allez au vous bout disputer. Ouais, ça va être très compliqué à gérer. Nanana. Enfin, ne te lance jamais avec quelqu'un. Faut jamais s'associer. À un moment, stop, quoi. Les gars. Ah, mais vous êtes à 50-50, c'est n'importe Mm. quoi, il faudrait être à 49-51. Enfin, tout et le ça, et temps, ça fait tout 10 ça. ans et tout se passe très bien et on s'entend toujours aussi bien. Je pense qu'on a dû se disputer 1 ou 2 fois en 10 ans. Et à Et l'inverse, pour des maintenant- conneries, donc... C'est ça, et à l'inverse, les gens maintenant disent, ah là là, mais c'est quand même dingue que vous vous entendiez toujours. Mais, et c'est vrai que souvent les gens me disent, et avec Pauline, ça va toujours? Je dis, bah ouais, ça va toujours, on vient de lancer une pâtisserie, donc oui, ça va toujours. En fait, c'est un peu comme un couple. Mm. C'est-à-dire que parfois Mathieu met de l'eau dans son vin, parfois c'est moi. Parfois on n'est pas d'accord, mais on essaye de comprendre l'autre. C'est vraiment comme un couple en fait. C'est comme une famille. Oui, et puis personne n'a jamais raison. Je pense que la vérité, elle est toujours Oui. entre nous deux. Et si on veut que chacun reste épanoui dans l'aventure, bah, il faut effectivement trouver un compromis entre chacun. C'est comme tu dis, c'est comme dans un couple, c'est comme avec des copains. Si on pense toujours qu'on a raison, à bout d'un moment, on va vite finir seul. Donc, c'est pas utile. Oui, puis tu disais les gens, tu vois, peuvent être critiques sur le fait de s'associer, mais je trouve qu'il y a aussi toute une partie de, tu vois, c'est aussi parfois mal vu d'être tout seul. Oui, Parce oui, que en peut-être. même temps, ça te demande aussi beaucoup Mais d'énergie. c'est très dur d'être seul. C'est C'est ça. extrêmement dur. Là, on a toujours une épaule sur laquelle, Mm. Mathieu m'a soutenu plein de fois, moi je l'ai soutenu plein de fois. Enfin, on est vraiment. Quand il y en a un qui est peut-être un peu plus down, ça peut arriver dans la vie. On n'est Oui, pas bah oui. toujours au top. Hein. Il y a toujours l'autre qui est là pour l'aider et continuer à avancer. Donc c'est génial d'être à deux. Seul, je pense que c'est extrêmement dur d'avoir une société seule. Oui, pour moi, c'est plus compliqué. Bien évidemment, c'est beaucoup plus dur. Après, il faut choisir la bonne personne. Oui, c'est ça. Et nous, on s'est bien trouvés. Est-ce que vous avez des conseils d'association justement sur comment est-ce qu'on choisit la bonne personne? Alors, nous, je pense que ce qui nous a aidé avec Mathieu, on est meilleurs amis. Et on est devenus meilleurs amis. Mais à la base, on était collègues. Et je pense que ça fait toute la différence. Parce que si demain, tu t'associes avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami, mais que tu n'as jamais travaillé avec lui auparavant, je pense que il y a plein de choses que tu n'as pas forcément décelées chez la personne. Alors que nous, on savait exactement quelle était la rigueur de l'un et de l'autre. On avait les mêmes ambitions. On voulait aller au même endroit. Et le fait d'avoir été collègues avant de devenir meilleurs amis, je pense que c'est un peu la clé de la réussite, parce qu'après, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Donc pour moi, c'est... Oui, c'est Et- plus simple de devenir ami après. Oui, c'est ça. Je trouve que Que- c'est plus simple d'être d'abord collègue et ensuite ami que l'inverse. Est-ce que tu rajouterais quelque chose? Non, Mathieu je pense que Pauline a totalement raison. Il est vrai que c'est la vie entre amis et la vie au travail n'est pas du tout ça la n'a rien même, à et les voir. personnes ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas le même au travail que je suis dans ma vie privée. Et c'est vrai qu'on ne connaît jamais ses copains au travail, en fait. Et c'est important d'être sûr qu'on a la même vision et qu'on a surtout la même force de travail. Parce que les engueulades avec avec des associés, souvent on entend tout le temps, je fais tout le travail, lui ne fait rien, il se paye plus, moi je me paye moins. C'est toujours ça, c'est toujours soit un problème de travail, soit un problème d'argent. Et quand on s'est mis avec Pauline, on s'est tout de suite dit, en fait, bien évidemment, on sera 50-50 sur tout, parce qu'on sait très bien qu'on a la même force de travail l'un et l'autre, et il est tout à fait normal qu'on ait et de un la même rémunération et les mêmes avantages l'un et Mais l'autre. ça fonctionne pas, C'est- sinon. Ça ne c'est peut pas pas fonctionner. possible. Ça ne peut pas fonctionner. Comment voulez-vous de vous dire à un moment, en fait, moi je suis tout le temps en train de me lever à 6 heures du matin et je me couche à minuit, alors que l'autre personne non, et elle gagne plus que moi. À un moment ça marche pas. Ou même pareil, mais... Non, mais ou même pareil, effectivement, c'est pas possible, quoi. Oui, On donc a beau s'aimer plus que tout, et à un moment ça marche pas. Le meilleur conseil à donner, c'est qu'il y ait de la justesse.
fait, il faut que ce soit juste entre les deux. Et parfois, c'est un qui fait un peu plus, et parfois, c'est l'autre. Et faut qu'il y ait un équilibre, en fait. Et il faut surtout avancer en bonne intelligence. Il faut avoir conseils, non, mais faut avoir je trouve qu'il faut avoir un esprit généreux. Il faut avoir un esprit de générosité. Il faut pas voir petit. Il faut voir grand. Et puis, il faut se dire, bon, bah, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Nous, on a toujours fait ça avec Mathieu et ça marche très bien. Oui, puis être aligné sur la vision. Complètement. Où est-ce que tu veux aller. Et puis surtout, après, ce qui peut être dur dans une association, c'est d'évoluer dans le même sens. Alors, Mathieu et moi, on a la chance de toujours, finalement, quand on doit prendre des décisions importantes, on est toujours en accord. Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est parce que je sais pas. Moi, je ne crois pas trop en la chance sur beaucoup de choses, à part l'auto peut-être. Mais je pense que c'est effectivement du travail et de toi et de moi, c'est de la bienveillance l'un envers l'autre. Enfin voilà. C'est toujours de la bonne intelligence. Oui, non, mais exactement. Je pense que si on veut trouver des sujets pour s'embrouiller, c'est très facile à trouver. Si on veut, à l'inverse, trouver des sujets pour souder les liens et aller plus loin, c'est également très facile à trouver. Il faut juste placer le curseur au bon endroit et regarder au bon endroit. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. Pour terminer, je vous propose de vous prêter au jeu du petit questionnaire de Proust des saveurs. Très bien. Déjà, Pauline, si Mathieu était une de vos pâtisseries, il serait laquelle ? Il serait un tiramisu, Mathieu. En plus, dans un plat à partager du Exactement. Bah, Mathieu, je te pose la même question pour Pauline. Pauline, tu serais quoi Attention à ce que tu vas dire. Hein. Ouais. Pauline, ça serait l'un des desserts qu'elle a créé, c'est la poire Paulette. Peut-être qu'un jour, elle viendra à la pâtisserie. C'est une tarte dans laquelle on va retrouver une poire pochée à la vanille. À l'intérieur de la poire, on va trouver un insert je trouve pas le mot. Au praliné, merci. Et dessus, on vient verser du chocolat chaud. Et une crème de pistache. Et une crème de pistache à l'intérieur, mais dessus, on vient verser le chocolat chaud. Et je sais que Pauline a une passion pour la sauce chocolat, donc ce serait ça, ouais. Ça va, c'est bon ? Oui, très bien. Bonne réponse. C'est quoi votre péché mignon ? Chacun d'entre vous. C'est pas forcément du sucré, mais... Moi, c'est clairement les lasagnes de mon père. Elles sont incroyables. Les lasagnes de mon père, non mais en plus j'ai jamais réussi à les faire. Il donne jamais ses recettes. Okay. Et mon papa a 86 ans, donc j'aimerais bien qu'il me la donne rapidement sa recette. Elle est pas cachée quelque part. Non, parce que lui il le fait un peu comme ça. Mais les lasagnes de mon père, dingue, trop bonnes. Moi, très simple. Hein. Alors là-dessus, je peux vous dire que tout le monde le sait dans l'entreprise, c'est le saucisson. J'ai une passion, mais alors c'est terrible pour le saucisson. Voilà. D'ailleurs, à chaque fête de Noël avec les salariés, en fait, on fait un comment ça s'appelle, le Christmas un Père Noël secret. Oui, exactement. Et Mathieu, à chaque fois, reçoit du saucisson. Alors, chaque année, je suis tellement content. Et lequel t'as une préférence? Non, j'ai pas. Avec un goût. Non, je crois que je préfère vraiment nature, pas trop maigre. Parce qu'il faut quand même que ça soit onctueux en bouche. Mais non, j'en ai pas un par-dessus tout que je préfère. Très bien. L'ingrédient dont vous pouvez pas vous passer. Si demain je vous dis vous avez plus le droit de l'utiliser pour créer des nouveaux desserts ou des. Moi, la fleur de sel. Ok. Vraiment, j'en mets partout. Ouais. J'en mets partout. Que ce soit dans le salé, dans le sucré, il y en a toujours. Et moi, ce serait le poivre. Il y en a jamais assez. C'est quelque chose. Il y a des gens qui dès qu'on leur sert un plat, ils rajoutent tout de suite du sel. Moi, c'est du poivre, instinctivement. Okay. J'adore cette épice. Je trouve que ça aide bien évidemment en cuisine, mais j'aime ce goût et j'aime avoir retourne sur le saucisson. J'adore la petite tranche avec le grain de poivre. Ça, c'est incroyable. Et t'as un poivre de prédilection ? Je crois juste vraiment un très beau poivre noir concassé assez grossièrement. Là, je vais apprécier. Et non, j'en ai pas un par-dessus tout. J'aime changer. J'achète souvent mes poivres chez Terre Exotique et j'aime changer régulièrement de poivre. Je trouve que c'est comme des parfums. Quand on a l'habitude de le porter, on ne le sent plus. Et c'est pareil pour un poivre. J'aime bien changer régulièrement. C'est quoi la dernière saveur que vous avez découverte et aimée ? Ça peut être une association de goût en se disant ah bah tiens j'avais cet ingrédient associé à celui-là. Moi ça fonctionne si ça remonte à quelques années ou pas ? Oui. Ce qui vient en tête. J'ai fait un voyage au Liban en 2019 et
j'ai plus ou moins découvert, parce que je suis pas sûre que c'est quelque chose que j'utilisais vraiment dans ma cuisine avant, mais le sumac et le za'atar. Et depuis que je suis revenue du Liban, donc j'en avais ramené pas mal, j'en utilise à toutes les sauces. Et là, mon mari travaille avec une jeune femme libanaise qui lui a ramené récemment du sumac et du za'atar qui a été fabriqué par ses parents et qui est juste incroyable. Donc on en met partout en fait, du petit-déj avec du houmous le matin, sur des tartines ou au dîner le soir sur des aubergines rôties. Enfin, on en met partout. Moi, c'est vraiment voilà les deux, le sumac et le za'atar. Ah, moi, ça va être tout récent. On est en pleine construction de carte, on est en train de finaliser la carte pour le traiteur pour l'automne-hiver. Et le chef nous a présenté une nouvelle recette où on a souvent un thon mi-cuit à la carte. Et donc, il me propose 2 recettes, une avec de la mandarine confite et l'autre avec de la poire. Et instinctivement, je me dis, bah oui, avec la mandarine, ça va être incroyable et tout. La poire, il va avoir ce petit côté haut, je suis pas sûr. J'y croyais vraiment pas. Et je goûte, dingo. Vraiment top. Un petit confit de poire sur le thon mi-cuit avec du poivre, bien évidemment. C'était vraiment dingue et je n'y croyais pas une seconde. Et ça a complètement marché et ça sort à la carte là dans quelques jours. Ok. Et maintenant, si, avec qui est-ce que vous aimeriez bien faire une création à 6 mains? Qu'aurait des saveurs un peu inattendues, créer un dessert pour la boutique en collaboration avec quelqu'un, ce serait qui? Alors moi, je pense tout de suite à un chef. Alors c'est pas un pâtissier, mais c'est un chef que j'ai rencontré quand je travaillais au Ritz et j'adore sa personnalité. J'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un de très humain. C'est Michel Roth. Et bien évidemment, c'est un grand chef. Il sait aussi faire du sucré. Pour moi, ce serait Michel Roth. C'est vraiment une personnalité que j'ai adorée. Ok. Moi, je crois que j'irai pas avec un chef, j'irai pas avec quelqu'un de l'univers de la gastronomie. J'irai avec quelqu'un, j'ai pas un nom comme ça en tête, mais j'irai plus avec un DA ou quelqu'un qui a une autre vision pour nous pousser un peu dans nos retranchements et aller sur quelque chose où il va nous emmener dans un univers très esthétique, où nous on va pouvoir lui apporter cet univers très gourmand. Et je pense que la rencontre peut être très sympa. Je sais qui il va dire. Qui? Sarah Handelman. Ah, Sarah, pourquoi pas. Ou quelqu'un d'autre. Sarah, enfin, grande passion pour ça, pour son travail, c'est dingue. Mais effectivement, j'irai chercher quelqu'un de cet univers-là qui nous apporterait complètement autre chose et à qui on pourrait apporter également. Et je pense que la rencontre pourrait être sympa. J'aime bien, moi, mixer. Ouais. J'aime bien ce côté faire rencontrer des univers qui ne se connaissent pas. C'est pour ça que j'aime les grandes tablées et j'aime les plats de partage parce que ça pousse à faire découvrir l'autre et à se dévoiler également et de pas rester sur ses acquis et de se dire ok, on va changer un petit peu les codes, on va renouveler certaines choses et j'aime bien ce qui sort de ce genre de rencontre. Très bien. J'ai 5 dernières questions, plutôt vanille ou chocolat? Chocolat. Vanille. Cake marbré ou cookie? Cake marbré. Cookie. Sucré ou salé? Sucré. On a des points communs aussi. Hein. Vous avez dit que vous êtes très complémentaires, justement. Cake ou tarte? Tarte. Ah, cake. Et enfin, la tarte aux figues ou Paris-Brest? Paris-Brest, 1000 fois. Allez, on rentre dans l'hiver, je dis Paris-Brest. On a une question en commun. Ouais. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à toi. C'était cool. Qui est-ce que vous aimeriez bien soit le prochain, la prochaine à passer derrière ce micro? Qui est-ce que vous aimeriez bien entendre? Moi, j'aimerais bien Nicolas Bernardet, si tu l'as jamais interviewé. Non. Ouais. Parce que je trouve, je le connais pas personnellement, mais il a une boutique à la Garenne-Colombe où j'ai été plusieurs fois. Et il a l'air très sympathique. Ouais, j'aimerais. Et puis, il est quand même meilleur ouvrier de France. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui me paraît très accessible. Moi, j'aimerais bien entendre quelqu'un dans la confiserie, mais tu vois, dans le vrai fruit confit, quelque chose. Okay. Tu vois, ce métier, j'ai pas de nom à te donner comme ça, mais je trouve que c'est des métiers et des univers qu'on perd un peu, qu'on oublie,
Et enfin, moi, je trouve ça esthétiquement parlant tellement beau. Ces belles oranges, ces beaux citrons, les melons. J'ai vu un reportage la dernière fois sur les melons confits. Incroyable. Du coup, je pense qu'on en aura à la boutique à Noël, non? Oui, normalement, on en a, là. C'est prévu, c'est dans ma petite tête. Mais effectivement, ce côté de vraiment confiseur, j'aimerais bien entendre. Ok. Ouais. Trop bien. Eh ben, je note. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter pour clore cet épisode? Qu'est-ce qu'on ajoute? Mangez du sucré, soyez heureux. N'en mangez pas excessivement, mais mangez-en un peu et de qualité. Et partagez ces bons moments autour de la table. Merci. Merci à beaucoup. toi.